Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez super bien en ce mardi 9 août. Donc si vous ne l'avez pas vu hier, pour rappel j'ai fait une petite vidéo qui vous présente ce qu'est .NET MAUI, donc que vous aimez pas, mais en tout cas au moins découvrir. Donc je crois que ça dure une quarantaine de minutes, donc voilà, si vous avez suffisamment de temps, n'hésitez pas à regarder, d'autant que ce soir il y a une conférence en ligne sur YouTube faite par Microsoft autour de .NET MAUI, donc il y aura peut-être des annonces, mais bon, ça, on verra ça ensemble demain, et de toute façon, je vous ferai un petit récap si nécessaire. Et au final, j'ai quand même oublié de vous rappeler qu'est-ce que c'était Dev Café. C'est tout simplement une émission quasi quotidienne que vous retrouvez sur cette chaîne, et chaque jour, je vous parle donc de développement mobile à partir de 7h du matin. Donc l'idée, c'est que on va pas parler davantage et on va directement enchaîner avec les actualités du jour. Les actualités du jour vont ressembler pas mal à celles d'hier parce qu'on va tout simplement reparler de GitLab. Donc si je vous fais le récapitulatif très vite, si vous avez sur GitLab des repos gratuits et que ces repos pendant plus de 12 mois vous ne les mettez pas à jour, vous ne faites rien dessus, potentiellement il avait été indiqué qu'ils seraient supprimés. Finalement GitLab a dit non, la seule chose qui va se passer c'est que ces repos-là vont être archivés à la place sur un storage froid, donc un object storage comme c'est indiqué juste là. Et on pensait que tout était fini. Mais là, nouveau rebondissement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu apparaître cette nouvelle page sur le site de GitLab et en réalité, il va y avoir une contrainte en plus qui sera mise en place à partir du 19 octobre, c'est sur la taille du Git. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de limite sur le stockage utilisé par un Git, par les données qui sont à l'intérieur, mais maintenant, il va y en avoir une et l'objectif, c'est qu'il faudra qu'il y ait moins de 5 Go à l'intérieur. Donc comment est-ce que ils vont procéder ? Donc en réalité, ça va commencer à partir du 19 octobre, dans lequel vous allez avoir au maximum 45 000 gigas de toléré. Et au fur et à mesure des jours, la limite va descendre pour atteindre le 9 novembre les 5 gigas. Si toutefois, pendant ces différents jours, vous excédez la tolérance autorisée, automatiquement votre projet va être en mode verrouillé, donc locké, et là-dessus vous ne pourrez donc pas l'utiliser tant que vous n'avez pas supprimé tout simplement les différentes données qui sont en trop. Donc voilà, je ne sais pas si GitLab avait en plus besoin de raviver les flammes sur ça qui avait fait beaucoup polémique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que avant de parler du dernier sujet, on regarde les news en bref. Apple a publié hier soir des nouvelles versions bêta pour tous ses systèmes d'exploitation. Pour le moment, la seule nouveauté semble être l'ajout du pourcentage de batterie dans la barre de statut de certains iPhones. Vraiment pas sûr que ce soit une révolution. On continue avec React Native qui s'offre une version mineure 0.68.3 et qui vient essentiellement corriger des bugs sur Android. Je vous laisse lire le changelog pour plus d'infos. On poursuit avec l'équipe Flutter qui fait appel à la communauté pour terminer une pull request qui est inachevée depuis plusieurs semaines déjà. Elle consiste à exporter les traces réseau des DevTools vers le format de Postman. Ah, les App Store et leur politique que l'on ne comprendra vraiment jamais. Épisode 3529 avec AppBlock, une application de santé numérique qui venait notamment bloquer certaines applications, mais qui vient à son tour de se faire bloquer par le Google Play. Nouvelle erreur par des robots, ou est-ce que c'est justifié ? En tout cas, je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Pour terminer, n'essayez pas de gruger le RGPD, car une décision initiale de la CNIL à l'encontre de Criteo montrerait une potentielle amende de 60 millions d'euros. J'emploie le conditionnel ici car rien n'est encore officiel ni validé pour le moment, car Criteo peut en effet fournir des contre-arguments pour atténuer voire annuler la sanction. Sinon, il va falloir pour eux épargner d'ici au verdict final.
Au début de ces petites actualités, je vous ai dit ça va ressembler pas mal à hier, et finalement bah oui, parce que je vais réévoquer un sujet, à savoir Expo, qui est donc très fréquemment utilisé en parallèle de React Native, et donc Expo est disponible depuis quelques jours en version 46. Et je vous expliquais que Expo, il fallait l'utiliser en parallèle avec ce qui s'appelle les Expo Application Services, ou EAS. Et en fait, ces services, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs d'Expo, qui vont donc faciliter le développement. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est une nouvelle fonctionnalité pour ces services, qui s'appelle EAS Update. Et dans ces EAS Update, qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement de pouvoir déployer des mises à jour à distance. Et donc ça, il va y avoir deux cas de figure comme c'est expliqué juste ici. Le premier, lorsque vous allez développer pour très facilement valider par exemple est-ce que ma pull request est bonne, et également, et c'est là où on y reviendra un peu plus tout à l'heure, ça va permettre de déployer en production. Comment est-ce que ce système fonctionne? En réalité, c'est ultra simple. Il faut nécessairement être sur GitHub parce que ça utilise des GitHub Actions, mais ce qu'il faut faire, c'est simplement vous poussez votre code sur une branche et en fonction des règles qu'il y a, ça va générer des builds de manière automatique. Et ce qu'il précise également, c'est que si vous voulez accélérer les choses, vous pouvez éventuellement associer un QR code à une release et ensuite donner ce QR code à la QA qui, eux, vont tester si, par exemple, les correctifs ont bien été mis en place. Bien évidemment, je pense que vous imaginez que tout ça a un certain coût, parce que déployer des mises à jour, il faut des serveurs, il faut un CDN, toutes ces choses-là. Donc en effet, ça va être payant, mais il existe une version gratuite. Donc l'idée, c'est que si vous avez 1000 utilisateurs actifs par mois, et peu importe le nombre de mises à jour, vous allez être dans le cadre du gratuit. Donc finalement, on se dit, waouh, c'est quand même assez large. Donc en effet, lors de vos tests, a priori, vous tombez pile poil là-dedans. Par contre, quand vous allez être en production, à mon avis, potentiellement, ça va être pas suffisant. Et donc, l'idée du modèle de tarification, c'est celui qu'ils appellent du Pay as you grow. Et donc, vous payez quand vous grossissez. Et le seul truc, c'est que, vous voyez, il y a énormément de critères. Et donc, c'est un peu comme Firebase et tous ces trucs-là. C'est que, en gros, tant que vous ne l'utilisez pas, vous n'avez aucune idée de combien vous allez payer. Donc bon, là-dessus c'est un tout petit peu dommage, mais bon, bref. Par contre, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est celui de la soumission sur les App Store. Donc eux, ils indiquent, vous voyez très clairement que c'est compatible. C'est entièrement compatible ici. Et moi, les mises à jour à distance, il m'a toujours semblé, par exemple, qu'Apple n'était pas très fan. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder justement les guidelines pour s'assurer de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. On va commencer par le Google Play, et ce qui est très clairement écrit, c'est que les applications qui sont installées et déployées sur le Google Play ne doivent pas se mettre à jour avec des outils autres que ceux fournis par le Google Play. Mais toutefois, il termine en expliquant que cette restriction ne s'applique pas au code qui est dans la machine virtuelle ou alors qui est interprété, c'est donc du JavaScript, dans un navigateur. Donc a priori, sur le Google Play, c'est pris en compte, donc on est dans finalement l'exception de la règle que vous voyez juste ici. En revanche, chez Apple, je pense que ce programme-là, là c'était coché, avant, si vous regardez bien, ça m'étonnerait que ça le soit. Pourquoi? Parce que si on regarde la règle que vous voyez juste ici, ça explique que les applications ne doivent pas télécharger, installer et exécuter du code qui introduit ou modifie les fonctionnalités. Donc moi j'ai l'impression que la phrase est assez claire, et sachant que si du moins le reste du paragraphe n'évoque absolument pas des exceptions. Et j'ai essayé de relire à plusieurs endroits, il n'y a pas d'exception liée à, par exemple, que le fait que ce soit du natif ou le fait que ce soit dans une WebView, il n'y a rien là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que EAS Update c'est un super outil parce que ça va permettre, lorsqu'on développe, de très facilement pouvoir pousser les mises à jour. Par contre, lors de la prod,
moi j'ai tendance à dire ça va être touchy pour iOS. Faites attention à ne pas vous faire virer votre application une fois qu'elle est mise en prod. Voilà, c'était donc les petites actualités du jour. J'espère que, comme d'habitude, elles vous auront plu. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Et moi, tout simplement, je vais vous dire à demain, sachant que peut-être que demain, il y aura des infos sur la conférence .NET de ce soir, ou pas, en fonction, il y aura une autre vidéo. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain.